Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre apporte de la compassion du gouvernement aux familles sinistrées suite aux incendies qui ont ravagé le quartier 7, plus précisément de la rue 16 et 17. Toujours dans l'actualité nationale, les accidents persistent malgré la présence d'une passerelle piétonnée. Et enfin, dans l'actualité internationale, la croissance africaine boostée par les jeunes. Eh bien, je vous le dis dans le titre. Hier, vers 18 h, le quartier 7 bis de la commune de Blas a une fois de plus été frappé par un incendie. Plus précisément, ce sont les rues 16 et 17 de ce quartier populaire qui ont été gravement touchées par le feu. Au total, une dizaine d'habitations en planches ont été ravagées par les flammes du brasier. Le feu, attissé par des vents forts dans cette période du Khamsin, s'est très rapidement propagé et le bilan serait encore plus lourd si les sapeurs-pompiers n'avaient pas agi avec célérité. On a fait aussitôt alerter la Direction générale de la protection civile a rapidement dépêché hommes et matériels sur le lieu pour apporter secours et éteindre le feu. Après une lutte acharnée contre le feu, les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire l'incendie et mettre un terme à sa propagation. Outre la protection civile, la police nationale donne les mains fortes en envoyant sur le lieu de nombreux policiers et c'est pour assurer le cordon de sécurité nécessaire lors de pareils incendies. Le président de la commune de Blaos, M. Abdelkader Imen Aden, accompagné de ses proches collaborateurs, dont le vice-président, M. Al-Adawa, s'est rendu à quartier de bis pour voir de près l'état des lieux dès la fin des opérations de lutte contre le brasier. M. Abdelkader a tout d'abord réitéré un appel à la vigilance contre le risque d'incendie tout en promettant aux victimes que les premières aides matérielles seront disponibles dans les prochaines 24 heures. Et bien tout de suite après, le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, s'est rendu en fin de matinée auprès des familles qui ont tout perdu dans l'incendie qui a ravagé hier une dizaine de maisons au quartier de Bis. Rappelons que cette tragédie a causé d'importants dégâts matériels et met en danger la vie des habitants. Les éléments de la protection civile ont rapidement été alertés et ont mené une opération de sauvetage héroïque pour évacuer les résidents pris au piège des flammes et éteindre cet incendie. Grâce à leur intervention rapide, la plupart des habitants ont pu être évacués en toute sécurité. Malheureusement, un élément des sapeurs-pompiers a été blessé et a dû être transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. La police nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Des mesures d'aide et de soutien ont également été mises en place pour venir en aide aux familles affectées par cette tragédie. Cet incendie souligne l'importance de la prévention des incendies et de la sensibilisation aux mesures de sécurité dans les habitants. Il est essentiel de vérifier régulièrement les installations électriques et de garder un œil sur tout feu allumé dans ces moments de forte chaleur et de Khamsin. Dans ce déplacement, le Premier ministre était accompagné du ministre de l'Intérieur, de la ministre du Logement, du ministre de la Communication, du ministre du Tourisme et du secrétaire général du gouvernement. Eh bien, dans la foulée, notre équipe sur place a pu interviewer le ministre de l'Intérieur. Venu donc voir avec, sous la houlette du Premier ministre, chef de gouvernement par intérim, avec un ensemble de ministres, donc de mes collègues, notamment la ministre de la Ville, pour venir voir l'état de la catastrophe qui a eu lieu hier dans la localité de Cartilé, au niveau du 3e arrondissement. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le bilan qui est érigé est assez quand même énorme, de 12 maisons, avec donc beaucoup de familles qui sont donc démunies. Et le gouvernement, dans son ensemble, est venu donc apporter, comment on appelle ça, ou bien témoigner leur compassion par rapport à cette catastrophe. Et nous sommes venus également aussi pour pouvoir leur assurer que
tout le soutien leur sera fourni de la part donc, de l'État, à savoir que l'ensemble de ces familles soient relogées, du moins temporairement, le temps que les débris soient débarrassés et que les reconstructions soient faites dans les localités donc, étatiques aux environs, que ce soit donc, les CDC ou bien l'école donc, primaire qui est à côté. À savoir également aussi que l'ensemble, donc un ensemble de nourriture, d'ustensiles et de matériel, donc, comme le matelas, soit également fourni par le ministère de la Solidarité. C'est pour témoigner ici que le gouvernement compatit totalement à côté donc, de sa population pour pouvoir donc leur venir en aide de cette population qui a subi cette catastrophe. Et je voudrais également aussi ici mettre en garde que du moins donc surtout apporter l'information que la police et la gendarmerie sont également en train d'enquêter sur l'origine donc de l'incendie. Et je voudrais mettre en garde et surtout prévenir les populations qu'en ces temps d'été où il y a le Kamsin, qu'il faut qu'on fasse très attention à tout départ de feu. Il y a d'autres incendies, cette fois-ci c'est en Éthiopie où un incendie a ravagé le nouveau marché de Taïwan de la ville de Djigdjiga. Et c'est dans la foulée que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, M. Abdi Mahmoud Haïbé, accompagné du consul général de Djibouti et à Diridawa, M. Moussa Djama, s'est rendu hier à Djigdjiga pour transmettre aujourd'hui un message de condoléances, de sympathie et de soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, au président de la région Somalie de l'Éthiopie, M. Mustafa Mahamoud Omar, à la suite de l'incendie qui a ravagé le nouveau marché de Taïwan de la ville de Djigdjiga. La République de Djibouti tient également à exprimer son soutien aux efforts des autorités régionales et fédérales dans la gestion des conséquences de cette tragédie. Aussi, la délégation s'est rendue sur le lieu du sinistre, accompagnée du maire de la ville de Djigdjiga, M. Ziad Abdi Ahmed, et du représentant de la communauté de commerçants, M. Ahmed Oual Hassan, et de M. Sharmake, pour constater des visu l'ampleur des dégâts. Eh bien, à la suite de l'incendie qui a ravagé le grand marché de Taïwan, de Djigdjiga, et dont les pertes sont assez conséquentes, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, en son nom et au nom du gouvernement djiboutien, a tenu à exprimer sa profonde tristesse au peuple frère et ami de la République fédérale de l'Éthiopie, ainsi qu'au gouvernement régional du Kilil, Somalie. Dans ces circonstances douloureuses, le Premier ministre a tenu à souligner la solidarité et la sympathie du peuple djiboutien envers leurs frères et sœurs affectés de Djigdjiga. Autre actualité, dans ce 22 heures, c'est aussi la ministre de la Culture, Hiba Boumina Assoui, et le ministre du Travail, Omar Aden Saïd, et le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillah Ibadon, ont ouvert aujourd'hui le livre d'or des condoléances de feu Aden Farah Samater, décédé dimanche. Ainsi, à cette occasion, moi, pour une semaine, afin de témoigner de la place que le défunt a occupée dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi la promotion de la langue somalie dans la chanson. Ont participé à cette cérémonie Mme Fatouma Abdi, directrice de la culture, M. Mahamoud, directeur adjoint de l'Agence pour la promotion et de la culture. Et nous allons au Maroc où un certain nombre de députés sont allés pour participer à une conférence sur la promotion de la paix et la sécurité en Afrique. C'est l'honorable Abdelrahman, député du Parlement djiboutien et président de la Commission des Affaires étrangères, qui a pris part du 6 au 7 juillet à Rabat aux travaux de la conférence des présidents des commissions des affaires étrangères au Parlement africain sur le thème de la coopération parlementaire africaine dans le contexte des défis actuels. Cette conférence est organisée par la Chambre des représentants du Maroc avec la participation des présidents des commissions des affaires étrangères, des parlements africains, des parlementaires, des experts internationaux et des chercheurs ont abordé 3 axes majeurs, à savoir la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, les défis de la sécurité alimentaire en Afrique et le rôle des commissions des affaires étrangères dans le soutien de la coopération conjointe africaine.
La participation de l'honorable Abdelrahman à cette conférence témoigne de l'engagement du Parlement djiboutien en faveur de la coopération et la recherche, solutions communes aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Lors de cette rencontre, le député Abdelrahman a prononcé une allocution dans laquelle il a passé en revue l'engagement de la République du Djibouti en faveur de la paix et de la sécurité. Il a mis l'accent sur le fait que Djibouti demeure fortement engagé à œuvrer activement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique et jouer un rôle actif dans la résolution des conflits et la promotion de la sécurité sur le continent. Retour à Djibouti où cet accident routier survenu sur un tronçon de la route numéro 1. C'est à la commune de Balbala que les riverains et usagers du tronçon routier situé entre l'hôpital Chéro et le collège Hayal Saïd sont excédés et effrayés des fréquents accidents que connaît cette partie de la route numéro 1. On se demande combien d'accidents seront encore nécessaires avant que les piétons prennent conscience de l'utilité de la passerelle. Piétonner érigés pour leur sécurité, mais bien que l'essence même du projet de construction du pont est d'éviter des accidents et de permettre aux piétons de traverser la voie en toute sécurité. Les accidents ne cessent de se répéter, ce qui fait que ce tronçon a un point noir meurtrier, comme la confirme cet accident qui a eu lieu vers 2 heures du matin. On croit les commerçants de la place et des témoins oculaires des faits, l'automobiliste en excès de vitesse est sorti de la chaussée et a fini sa course par heurter 2 rochers de pierre. Il a également que le conducteur est sorti de la route en évitant de renverser une personne traversant la route. Il s'agit là du dernier constat d'une série d'accidents graves dont certains ont causé la mort de nombreuses personnes. Ainsi, pour mieux sensibiliser la population à travers les antennes de la radio-télévision de Djibouti, le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan, a soulignant l'importance et l'utilité du pont, exhorté les passants à ne plus négliger la passerelle. Pour conclure, le président de la commune a rappelé la conscience collective à un terme de cette négligence et a exhorté la population de prendre les escaliers et passer dans la passerelle. Sport à présent, et dans une performance exceptionnelle, les athlètes djiboutiens ont une fois de plus brillé lors d'une compétition internationale d'athlétisme à Lyon, à Paris, où Moumine Guélé a remporté la médaille d'or sur le 5000 mètres pour les hommes, tandis que la jeune Samia a décroché une médaille de bronze dans la même épreuve chez les femmes. Cette victoire confirme la place de Djibouti sur la scène internationale de l'athlétisme. Les athlètes djiboutiens démontrent une fois de plus leur talent et leur détermination, faisant honneur à leur pays. Leur performance exceptionnelle est le fruit d'années d'entraînement intensif et de sacrifices. Le secrétaire d'État chargé des sports a tenu à féliciter les athlètes pour leur exploit. Il a souligné leur engagement et leur travail acharné qui ont permis d'atteindre ces résultats remarquables. Le ministre a également exprimé sa fierté envers ces sportifs qui représentent dignement Djibouti à l'étranger. Le soutien du gouvernement est crucial pour le développement du sport dans le pays, notamment à travers la bourse IOG qui constitue un des éléments clés qui a conduit à la réussite de nos athlètes sur la scène internationale. Eh bien, direction le sud où le locaux de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale pour la région d'Ali Sébié a abrité dimanche dernier le paiement des pensions des retraités du 3e trimestre de l'année en cours. Une première dans l'histoire de la circonscription, mais également et plus particulièrement pour cette institution. C'est dans cette optique que des dispositions telles que l'extension des espaces de la mise en place des dispositifs de rafraîchissement ont été réalisés préalablement pour accueillir les pensionnés dans un cadre agréable et adapté. Les pensionnés que nous avons croisés dans cette journée nous ont affirmé leur entière satisfaction. Cette initiative sans précédent est l'œuvre de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Derra Ahmed Robleh, qui a su concrétiser un projet prioritaire qui est une préoccupation majeure parmi d'autres de la politique éclairée du chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli. Et dans notre magazine de ce soir, nous allons vous parler des milliers de pousse-pousse motorisés à 3 roues, appelés aussi tuk-tuk, qui s'effrayent chaque jour un chemin parmi les rues de Djibouti. Regardez. La lutte contre la précarité et le chômage n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Les Assadjoug l'ont compris il y a déjà un moment. Prendre des initiatives pour sortir de l'inactivité et créer une source de revenus sont devenus le cheval de bataille de beaucoup de jeunes. Comme tous les chefs-lieux, la ville d'Ali Sabié s'agrandit.
Et il est devenu primordial de faciliter les déplacements des personnes à l'intérieur de la ville et dans les localités avoisinantes. Saisissant cette opportunité, les jeunes Assadjoug se sont très vite lancés dans l'utilisation des tuk-tuk pour répondre à ces besoins grandissants. Aidés par les organismes financiers de l'État, la famille ou sur fonds propres, beaucoup ont acheté ces tuk-tuk. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 jeunes à vivre de cette activité. À Ali Sabieh, il est impossible de ne pas croiser ces moyens de transport, aussi bien sur les artères principales que dans les petites ruelles. Ils vont même jusqu'à Assamo, non seulement pour le transport des passagers, mais aussi pour l'acheminement des fruits et des légumes. Un périple facilité par la construction de la route reliant Assamo au chef-lieu. Le recours au tuk-tuk a ainsi largement contribué à la facilitation de tous les déplacements, comme nous l'expliquent les usagers. La ville a vraiment grandi si vous avez besoin d'aller à l'école, à l'hôpital ou encore au travail. Ou que ce soit, en tout cas, vous utilisez un tuk-tuk. Nous le remercions pour ça. Nous avons longtemps marché à pied pour nous rendre quelque part. Mais maintenant, nous avons le bajaj. C'est grâce à ces moyens que nous nous rendons dans les 4 coins de la ville. École, hôpital, comme au marché. C'est vraiment satisfaisant. À Ali Sabieh, nous avons 4 collèges, le lycée et le LIC. On s'y rend que par tuk-tuk. Il n'y a jamais de manque dans ce domaine. On trouve le bajaj devant chez nous, aux portes de nos maisons, et on se rend là où on veut facilement. Ali Sabieh n'est plus comme avant. Tout va pour le meilleur. Aujourd'hui, le tuk-tuk est devenu un outil incontournable. Il est au cœur de la cité. Les autorités locales encouragent ces jeunes qui travaillent dans ces secteurs tout en les rappelant régulièrement l'importance du respect des règles de sécurité. Ces 3 dernières années, leur nombre a significativement augmenté. Et pour cause, même si le travail reste difficile, les tuk-tuk rapportent selon les propriétaires. Iftin Houch fait partie de ces jeunes qui sont sortis du chômage grâce à ses travaux. Pendant des années, il était sans emploi. Marié et père de 6 enfants, sa situation s'est améliorée grâce aux revenus générés par son tuk-tuk qu'il a acquis en 2019. Voilà 5 ans qu'il est au volant de son véhicule, du matin au soir. Iftin Houch a 3 types de clients. Ceux qui les paient par mois, pour 2 navettes par jour, les clients ordinaires et enfin par appel téléphonique. Allô, salam alaikum. C'est avec les tuk-tuk que vous voyez que je subviens aux besoins de ma famille, mes 6 enfants et leur mère. Si on a la volonté de s'en sortir, on trouve toujours du travail et les fruits de son travail. Je commence à travailler vers 5h30, après la prière de l'aube, et finis à la tombée du jour. J'ai pris dans la mosquée, pas loin de chez moi, et puis regagne ma maison. Nous remercions les seigneurs pour tous ces bienfaits. Comme pour Iftin Houch, ils sont donc plus de 200 à exercer ces métiers. Certains sont de la ville d'Ali Sabieh et d'autres viennent des localités avoisinantes avec un rêve, c'est celui de sortir de la précarité. Des efforts qui donnent des résultats parce que beaucoup s'éloignent chaque jour un peu plus de la pauvreté. Du sud, direction le nord, où cette projection du film qui a eu lieu à Tadjoura. C'est la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports qui a organisé dans la soirée d'hier à l'hôtel Ressort Gadilé une programmation de la séance du film dans la grande salle du cinéma. Cette séance de cinéma était organisée en faveur des jeunes clubs de handball, filles et garçons, après avoir clôturé la saison de la Coupe de Djibouti. Cette action vise à éveiller leur curiosité sur toute la diversité du cinéma et à associer sur le temps de loisir l'expérience cinématographique à la salle de cinéma. Comme nous le savons, le cinéma instruit, fait réfléchir, aider à comprendre le monde et à vivre avec les autres. handball digar sugiye baruke jubaleyi championnat de Djibouti. Et donc, le magazine de ce soir, en cette période estivale, certains de nos compatriotes se rendent à Tadjoura, réputé pour son climat doux et agréable en cette période de forte chaleur. Il est bon de changer d'environnement, c'est un mag de la rédaction.
Le tourisme est l'un des secteurs les plus durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 et jusqu'à aujourd'hui, et cet effet ressenti. Voyant ainsi l'importance de ce secteur, le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Il s'agit d'un tourisme inclusif, un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponse l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé dans le matinée du jeudi 16 février dernier au Palais du Peuple une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. Cette conférence, placée sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirié, a vu la participation de plus de 150 jeunes djiboutiens. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé, dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre. Et dans l'actualité internationale, le président turc Erdogan donne son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie a donné son accord lundi à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, une journée historique qui permet aux alliés de mettre en avant leurs mérites au cours d'un sommet centré sur le soutien de l'Ukraine. Près de 18 mois après le début de l'offensive russe, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réélu fin mai pour 5 ans, a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement turc dès que possible. C'est réjoui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Depuis Vilnius, en Lituanie, finaliser l'adhésion de la Suède à l'OTAN est une étape historique qui bénéficie à la sécurité de tous les alliés de l'OTAN en cette période critique. Elle nous rend tous plus forts et plus en sécurité, a-t-il lancé. Le Premier ministre suédois, Kristersson, a salué un bon jour pour son pays et un très grand pas. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.